Les activités privées, vous êtes également autorisé à recevoir 4 personnes ne faisant pas partie du foyer, en respectant toutefois toute une série de règles, comme au restaurant, mode d'emploi de vos futures réceptions avec l'Axmilota. Un souper presque parfait en temps de Covid par Yves Van Latem. Le porte-parole interfédéral a expliqué la marche à suivre ce matin. Tout d'abord, en hôte respectueux, vous accueillerez vos invités avec un masque. Ces derniers doivent aussi venir masqués. Ils devront pouvoir accrocher leur manteau et ne pas s'attarder dans le vestibule. Vous allez vous dire bonjour, pas en vous serrant la main, pas en vous embrassant, sauf si bien sûr ces personnes font partie de votre cercle proche. Mais vous allez faire comme on fait maintenant. Mes enfants, mes petits-enfants m'ont appris il y a plusieurs mois qu'en se cognant le coude ou en se cognant la cheville, c'était très gai aussi. Vous installerez ensuite vos invités à table. Ceux-ci ne doivent plus en bouger, ne pas aller voir les livres ou la musique dans le salon. Il vous faudra prévoir des plats apéritifs individuels pour ne pas partager un même bol de chips par exemple. Sur la table, disposez en plus de la vaisselle et des boissons, un gel hydroalcoolique. Par ailleurs, de petites enveloppes pour déposer son masque seront très pratiques, précise Yves Van Latem. Essayez de songer, comme vous le faites à table en mettant des serviettes, de fournir aux gens un réceptacle, une enveloppe par exemple, dans lequel ils pourront mettre leur masque. Vos invités ne devront pas vous aider à servir ou débarrasser la table, toujours pour limiter les déplacements. En tant qu'invité, vous aurez l'occasion d'être ce qu'on appelait avant impoli. Vous aurez l'occasion de rester assis et de ne pas aider. Dernière règle d'or pour une soirée réussie en temps de Covid, ne pas chanter ni crier. Le virologue recommande ainsi de ne pas mettre la musique trop fort. Pour qui se prennent-ils? Pour qui nous prennent-ils? Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas leurs élèves, ce ne sont pas nos professeurs. De quel droit est-ce qu'ils prétendent siffler la fin de la récréation? Qu'est-ce que c'est que cette infantilisation absurde? Aujourd'hui, c'est cette notion-là qui préside aux décisions prises par le gouvernement? La peur? Il faudrait interroger le gouvernement, mais disons qu'il a une politique quand même, effectivement, et une communication beaucoup centrée sur la peur. Par exemple, cette publicité effrayante, on voit des enfants embrasser leur grand-mère, et puis paf, 2 secondes après, la grand-mère est en réanimation, possiblement en train d'agoniser. Mais imaginez les enfants qui se disent « Mais j'ai embrassé ma grand-mère il y a 3 jours, et elle va mourir », la panique dans la population, et chez les enfants notamment. Payer avec nos impôts. C'est une annonce du ministère de la Santé. Est-ce qu'on paye nos impôts pour faire peur à nos enfants? C'est quand même invraisemblable. Est-ce que c'est audible dans cette période où on ferme les bars et les restaurants à Marseille, où on oblige à porter le masque en extérieur alors qu'on sait que ça ne sert scientifiquement à rien, et où on ferme les salles de sport? Mais dès le début, on m'a dit que ce que je disais n'était pas audible. On n'avait pas le droit de dire ça. C'est ce que j'appelle le sanitairement correct, par analogie avec le politiquement correct. Par exemple, au moment du confinement, encore une fois, je l'ai respecté scrupuleusement, mais je me suis inquiété des conséquences économiques. Et pas du tout pour le grand capital, comme certains l'ont cru, mais pour nos enfants. Simplement parce que je savais que ça allait coûter des dizaines ou des centaines de milliards, que le chômage des jeunes, qui commence à reculer, allait à nouveau s'envoler. Il y a 600 000 ou 700 000 jeunes qui ont fini leurs études en juin et juillet dernier, qui arrivent aujourd'hui sur un marché du travail sinistré comme ça n'était jamais arrivé. On parle de 600 000 emplois détruits, vous imaginez la catastrophe. Et quand j'ai dit ça, ça a choqué. Comment il ose parler d'argent alors qu'il s'agit de santé? Mais la misère tue davantage dans le monde que la maladie. Il y a 9 millions de gens qui meurent de faim dans le monde chaque année, dont 3 millions d'enfants. C'est quand même beaucoup plus grave que le million de morts de la Covid, qui tue surtout des personnes âgées. J'en fais partie, je peux en parler, mais qu'on se soucie davantage des enfants que de leurs grands-parents, ça me paraît quand même la moindre des choses. Eh bien voilà, il était sanitairement incorrect d'oser parler d'argent. Et aujourd'hui, il est sanitairement incorrect d'oser s'interroger sur la durée du masque. Je le porte, mais imaginez que dans 20 ans, dans 30 ans, le virus soit toujours là. Vous imaginez vos enfants dans 20 ans, 30 ans, porter le masque, habitant des villes sans visage, sans sourire, n'ayant pas le droit de se toucher, de s'embrasser, de danser. Moi, dans 30 ans, je serai mort, mais ce n'est pas le monde que je veux pour mes enfants. Vous imaginez vos enfants apprendre l'anglais avec un professeur masqué? Et les gamins au CP apprendre à lire et à écrire avec un professeur masqué. Et les enfants dans les crèches, des bébés de 3 mois, de 6 mois, qui ne voient plus aucun visage, qui ne voient plus aucun sourire à longueur de journée, qui ne voient plus que des masques. Mais c'est absolument effrayant. Et moi, je reçois tous les jours des messages, notamment de psychiatres, qui sont extrêmement inquiets, et qui me disent le confinement a eu des effets délétères sur la santé mentale de beaucoup de nos concitoyens. Le masque aussi, la distanciation sociale aussi. Il n'y a pas que les infectiologues dans la vie. Il y a la société dans son entier. Il y a aussi
les psychiatres, et puis il y a tous ces médecins. J'ai signé un appel signé par 200 médecins et scientifiques pour protester justement contre cette politique de la peur. Il faut rapporter un peu de sang-froid à notre société. Ça n'empêche pas de se protéger. Encore une fois, il faut respecter les gestes barrières, se laver les mains, etc. Mais arrêtons de céder à la panique et surtout arrêtons d'effrayer nos enfants et de culpabiliser nos jeunes gens, parce que ces jeunes qu'on a mis au chômage pour des milliers d'entre eux par le confinement et qu'ils ont respectés avec beaucoup de bonne grâce. Voilà que maintenant on leur reproche d'oser sortir, voir leurs copains, faire la fête, danser. Mais de qui se moque-t-on? Écoutez, moi j'ai 3 enfants qui sont des trentenaires. Je me vois mal leur dire, écoutez, pensez un peu à votre vieux papa, surtout n'allez plus en boîte, surtout ne draguez pas, ne dansez pas, ne voyez plus vos copains pour me protéger. Moi je leur dis le contraire. Profitez de la vie, soyez prudents pour vous. Mais ma santé, ne vous en souciez pas. Si je veux me confiner, me cloîtrer chez moi, je peux le faire. Je préfère prendre le risque de sortir. Mais l'idée que je demande à mes enfants de gâcher leur vie ou de la compromettre pour protéger leur vieux papa, mais c'est une idée absurde. Alors, tout le monde parle de solidarité intergénérationnelle. On a raison. Sauf qu'on oublie presque toujours de dire que cette solidarité, elle est traditionnellement orientée et donc asymétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout père, toute mère donnerait volontiers sa vie pour ses enfants. Absolument. Lequel d'entre nous accepterait d'envisager que nos enfants donnent leur vie pour la nôtre? Mais ça serait évidemment totalement obscène, totalement scandaleux. Donc attention de ne pas sacrifier 2 générations à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Il faut bien sûr protéger les plus vulnérables, ça va de soi, mais ça dépend aussi d'eux, éventuellement d'être le plus prudent possible. Mais on ne peut pas centrer la politique d'un pays sur le sort de ses octogénaires. J'ai critiqué le politiquement correct et maintenant je vais critiquer l'ordre sanitaire. C'est quoi l'ordre sanitaire? C'est sacrifier indéfiniment nos libertés à la protection de notre petite santé. Avec les meilleures intentions du monde, bien sûr, mais enfin, moi je préfère attraper la Covid-19 dans une démocratie plutôt que ne pas attraper la Covid-19 dans une dictature. Alors, on n'en est pas là, il va de soi que le gouvernement de la France est parfaitement démocratique, mais on sent bien un glissement dangereux qu'au nom de la santé, ce que j'appelle le panmédicalisme. Quand on fait de la santé une valeur suprême, il n'y a plus que ça qui compte. Et les libertés, ça devient secondaire. Reconnaissons quand même qu'on a vécu au moment du confinement la plus grande réduction de liberté que les gens de ma génération aient jamais connue. Moi j'ai 68 ans, depuis 68 ans, jamais les libertés des Français n'ont été à ce point réduites. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. D'ailleurs, ce n'est pas ma compétence et je crois que personne ne sait encore aujourd'hui quelle était la meilleure solution. Certains pays ont confiné, d'autres pas. Les pays qui s'en sont le mieux sortis, Taïwan, la Corée du Sud, n'ont jamais confiné. Hein, rappelons-le. Et la Suède n'a pas confiné et s'en sort pas plus mal que nous. Mais voilà, donc oui, il faut s'inquiéter pour nos libertés. La liberté est une valeur plus haute que la santé. La santé est un grand bien, il faut la protéger, bien sûr. Mais enfin, moi je veux que mes enfants vivent en démocratie, dans un pays libre, qu'ils aient le droit de sortir, de bouger, et pas qu'ils soient confinés à la limite à vie pour protéger la santé, là encore, de leur vieux père. Est-ce qu'on est dans un gouvernement des médecins? D'abord qu'on a une grande chance. Les médecins de Montaigne, en gros, c'est le médecin de Molière, Empire, parce que c'est un siècle plus tôt. Donc, en gros, des cuistres ignorants. Nous avons l'immense chance d'avoir des médecins très, très savants, très, très efficaces, et on ne va évidemment pas s'en plaindre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas à l'abri parfois d'un peu de dogmatisme, qu'ils ne soient pas sujets à mettre la médecine plus haut que l'intérêt de leurs patients, à avoir un peu la grosse tête quand ils passent à la télé toutes les semaines et à faire en permanence la leçon aux Français. Par exemple, des médecins ont signé un appel dans lequel ils disaient il faut siffler la fin de la récréation. Mais c'est un scandale. Pour qui se prennent-ils? Pour qui nous prennent-ils? Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas leurs élèves, ce ne sont pas nos professeurs. De quel droit est-ce qu'ils prétendent siffler la fin de la récréation? Qu'est-ce que c'est que cette infantilisation absurde? Nous ne sommes pas un peuple de médecins, nous ne sommes pas un peuple de patients, nous sommes un peuple de citoyens libres. Et je n'autorise personne, fût-il médecin, à siffler quelque fin de récréation que ce soit. On est très heureux de revenir à l'école et de retrouver nos amis, nos classes, nos enseignants. Notre école a préparé la rentrée scolaire et a pris toutes les mesures sanitaires pour nous accueillir. Dans cette vidéo, les élèves du CE1 vont vous présenter les gestes barrières pour limiter la propagation du coronavirus dans notre école. Les gestes barrières sont tout simplement des gestes qui nous protègent et qui protègent les autres. On doit toujours porter la visière de protection ou la bavette. Cette dernière doit recouvrir le nez et la bouche. Le marquage au sol nous aide à garder une distance d'un mètre entre nous.
Notre douce infirmière passe chez nous de temps à autre pour mesurer notre température. À l'école, je me lave les mains très régulièrement. Je fais bien mousser et je frotte longtemps. Pour se moucher, on utilise des mouchoirs en papier et on les jette directement à la poubelle. On ne prête pas nos affaires et on ne partage pas notre goûter. Notre école a installé des vitres en plexiglas sur chacune des tables individuelles des élèves. Le personnel d'entretien désinfecte l'école chaque jour et effectue un nettoyage minutieux en dehors de la présence des enfants. Avec toutes ces mesures prises par notre magnifique école, les études passent dans les meilleures circonstances. Consultez un médecin en cas de fièvre ou de toux ou de difficulté à respirer pour vous protéger et nous protéger.